Je vais vous parler un petit peu de choisir votre matériel pour faire du développement autour de l'IA. J'ai juste une question. Vous avez juste à lever la main. Vous savez ce que c'est que des TOPS? Oui, ouais, deux. Bon, globalement, en fait, c'est une unité de mesure qui permet de, on va dire, de quantifier la puissance de calcul, on va dire, d'un accélérateur IA. Donc, vous avez en fait les CPU qui savent aussi accélérer l'IA, mais vous avez aussi les GPU et on a aussi ce qu'on appelle aussi des NPU, mais dans votre domaine, en fait, c'est très peu utilisé, c'est plutôt dans le domaine bureautique. Je pense que vous avez tous entendu parler de Copilot+, donc la solution de Microsoft, qui a besoin en fait d'un laptop avec 50 TOPS. Alors, un TOPS, en fait, c'est 10 000 milliards d'opérations à la seconde. Donc quand on vous dit 50, vous multipliez par 50. Si on vous dit 1000, ce sera 1000, etc. Donc c'est la quantité d'opérations qu'une puce en fait est capable d'exécuter pour accélérer l'IA. Je vais un petit peu accélérer, donc en principe c'est bon. Bon, ça marche pas. Bon, c'est pas grave, je vais le faire directement par ce biais-là. Voilà. En principe, c'est bon. Ouais. Juste, je vais vous parler un petit peu de, on va dire, de GPU, puisque c'est une présentation qui est un mix en fait entre ce que j'ai l'habitude de présenter et ce que j'avais fait en fait semaine dernière avec Nvidia, parce que j'avais fait un webinaire avec Nvidia pour des clients. Juste l'évolution des GPU, ce que vous avez complètement à gauche, en fait, c'est globalement une utilisation très traditionnelle. Vous faites de la CAO, de la 3D, du rendering, du développement de logiciels. De l'édition vidéo, etc., de l'animation. Et au fur et à mesure en fait des années, donc là, il faut imaginer que ça c'était en 2016. Au fur et à mesure des années, en fait, il y a pas mal d'autres éléments en fait qui ont été ajoutés en fait aux compétences GPU, donc des puces graphiques. Donc maintenant, on parle maintenant de plus en plus d'IA, de digital twin, d'intelligent content creation, de développement de jeux vidéo autour de l'IA, de robotique, des géospatiales, etc. Il y a aussi de la reality capture, qui est tout ce qui tourne autour du scan 3D. Alors, globalement, en fait, une puce graphique, en fait, c'est pas que pour faire de la 3D. Maintenant, on a de plus en plus en fait, de tâches qu'on peut allouer en fait, à ces puces graphiques, et on utilise ça en fait, comme un accélérateur. Donc c'est un peu comme un CPU, sauf qu'il part en fait, dans des domaines qui sont assez pointus. Alors ça, c'est juste un petit rappel des architectures NVIDIA, parce que certains d'entre vous peut-être sont peut-être un peu perdus par le nom de code en fait, des puces graphiques NVIDIA. Actuellement, la dernière génération d'architecture NVIDIA, c'est Blackwell. Donc c'est ce que vous avez ici complètement à droite. En fait, pour reconnaître une carte Blackwell, elle finit très souvent par le suffixe BW ou Blackwell en carte professionnelle. Et sur la partie grand public, donc ce qu'on a pu communément l'habitude d'appeler des GeForce, c'est toutes les cartes qui ont on va dire un préfixe 50. Donc 50, 70, 50, 80, 50, 90, donc GeForce RTX. 50, 70, 80, 90, etc. Donc à partir du moment où vous voyez ce 50, vous êtes sur une architecture Blackwell. La génération N-1, donc c'était maintenant il y a 3 ans. Donc il faut savoir qu'entre deux architectures, il y a à chaque fois 2 ans. Donc Blackwell c'était sorti l'année dernière. Donc il y a 3 ans, Nvidia avait sorti l'architecture Ada Lovelace. Pour connaître une carte Ada Lovelace, en fait, le suffixe finit par Ada. Donc si vous avez une RTX 6000 Ada, c'est une architecture N-1. Donc c'est pas la dernière. Il y a N-2, l'architecture N-2 c'était Ampère. Donc c'était sorti il y a 5 ans. Pour reconnaître une carte Ampère, ben, globalement c'est un préfixe cette fois-ci. Donc on dit, par exemple, une carte RTX A6000, le A sous-entend que c'est une architecture Ampère. Donc c'était il y a 5 ans. Auparavant on était en Turing et en Pascal, donc de temps en temps j'entends des gens me dire oui, moi j'ai une carte P6000. Ben, le P6000, le P sous-entend l'architecture Pascal, donc vous pouvez imaginer que c'était une vieille architecture. Donc c'est juste comme ça en fait que vous arrivez en fait à, on va dire, à reconnaître si votre carte est récente ou pas. Donc à travers en fait ces suffixes et préfixes. Oui, un dernier point en fait sur la partie Blackwell. Donc il y a le suffixe Blackwell qui apparaît maintenant sur la dénomination des cartes, mais il y a aussi un nouveau terme qui est apparu par Nvidia, c'est le terme Pro. Maintenant on dit RTX Pro 5000 Blackwell pour différencier les cartes professionnelles des cartes grand public. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à ne plus dire GeForce et ils disent tout de suite RTX 5090. Voilà, par exemple. Et on ne sait plus qui est pro, qui est grand public au bout d'un moment.
Donc depuis les architectures Blackwell, maintenant on dit RTX Pro pour les cartes Pro et RTX tout court pour les cartes grand public. Alors, avec cette architecture Blackwell, NVIDIA en fait a apporté on va dire une nouvelle génération de Tensor Core. Alors il faut savoir en fait que sur une carte NVIDIA, tout ce qui tourne autour de l'IA, c'est géré par les Tensor Core. Donc c'est des cœurs de processeurs qui sont en fait dédiés en fait à l'accélération de l'IA. Et cette génération Blackwell en fait a intégré la 5e génération. Donc en fait c'est difficile de comparer, si vous voyez juste le nombre de cœurs Tensor sur une carte. Si par exemple vous regardez par rapport à ce qu'on faisait en N-1 en Ada Lovelace, bah, c'était une 4e génération. La performance forcément des dernières générations est bien meilleure. Donc on peut avoir le même nombre, on va dire, de Tensor Core, mais par contre, du fait que ce soit une 5e génération, c'est forcément bien plus performant. Donc ici, on a juste des graphiques. Donc là, sur le graphique du milieu, vous avez en fait tout ce qui tourne autour des inférences d'IA. Et en fait, probablement pour vous, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est cette partie-là, l'image génération. Si on utilise en fait la génération Ampère, donc RTX A6000, donc c'était l'architecture N-2. Si on la compare par rapport à Blackwell, on est 3 fois plus rapide. Et si on compare à l'architecture N-1 qui est en Ada Lovelace, on est à peu près 1,5 fois plus rapide, quoi, à peu près. Donc pour tout ce qui tourne autour de la génération d'images, la dernière génération est clairement beaucoup plus rapide si on compare à N-2 et plus rapide si on compare à N-1. Voilà. Alors autre chose aussi, l'architecture Blackwell a apporté une nouvelle manière de gérer, on va dire, la quantification d'informations dans la RAM. Auparavant, en fait, quand on fait de l'IA, on a un peu tendance à, on va dire, à lâcher, on va dire, les informations et on utilise en fait une profondeur d'informations en FP16, donc ce qu'on appelle ici le floating point 16. Tout à l'heure, je vous ferai une explication beaucoup plus claire de ça. Parce que j'ai un petit élément en fait, qui vous permettra de mieux comprendre en fait, cette histoire de FP16, FP8, FP4. Blackwell en fait, permet maintenant de quantifier l'information en FP4. Donc c'est juste une notion de précision de l'information. Et ça entraîne automatiquement en fait, une réduction de l'occupation dans la mémoire vive, dans la mémoire vidéo surtout. Donc cette image que vous pouvez visualiser ici, sur une architecture N-1, donc en Ada Lovelace, ça occupait 23 gigas dans la VRAM. Et ça demandait 20 secondes pour générer l'image. Avec l'architecture Blackwell, du fait qu'il y a une optimisation de l'information qui est stockée dans la RAM, cette même image ne prend que 10 gigas et elle ne demande que 3 secondes pour être générée. Alors ensuite, ici j'ai un petit tableau. Alors peut-être que là pour vous c'est peut-être un peu petit. Tout à l'heure je vous partagerai mes contacts si vous souhaitez que je vous envoie ce tableau et que vous puissiez le regarder plus en détail. Il y a essentiellement en fait une ou deux informations qu'il faut retenir. C'est la performance TOPS autour de l'IA. Donc ici forcément je prends les plus grosses cartes on va dire, du portfolio. Les colonnes vertes, c'est tout ce qui tourne sur l'architecture Blackwell, la dernière architecture NVIDIA. Et la colonne noire, c'est l'architecture N-1 en Ada Lovelace. Donc ça vous permet de comparer ce qu'on faisait auparavant et ce qu'on fait maintenant. Sur les TOPS, par exemple, si on prend les plus grosses cartes, la RTX 6000 Ada faisait 1457 TOPS. La nouvelle Pro 6000 Max-Q fait 3511 TOPS. Et la toute dernière, la RTX Pro 6000 Workstation Edition, fait 4000 TOPS. Donc on voit en fait qu'il y a un gros gap, on va dire, de performance entre l'architecture N-1 et l'architecture actuelle. Et surtout aussi, ce qui est vraiment intéressant, c'est la quantité de mémoire vidéo que vous voyez ici. Une RTX 6000 Ada embarque 48 Go de mémoire vidéo, quand maintenant les dernières cartes en fait, en embarquent 96. Donc ça, c'est hyper important parce qu'il faut savoir que dans le domaine de l'IA, si votre modèle d'IA n'arrive pas à monter dans la RAM, il n'arrivera pas à s'exécuter. Donc c'est hyper important en fait, d'optimiser ce point-là aussi. Je vous partagerai en fait ce tableau si vous le souhaitez. Je retiendrai juste, j'inviterai en fait retenir en fait que la RTX Pro 4000 fait 1247 TOPS, parce que tout à l'heure je vous montrerai en fait un petit boîtier à titre de comparaison. Voilà. Je vais un petit peu accélérer et là je vais basculer sur la partie laptop, puisque les laptops aussi, enfin les ordinateurs portables ont aussi des cartes graphiques.
forcément, dans le domaine de l'IA, on s'intéresse plutôt aux grosses cartes qu'aux petites, parce qu'elles n'embarquent pas assez de mémoire vidéo. On les voit ici, hein, les mémoires vidéo. Sur les laptops, en fait, les plus grosses cartes, en fait, c'est les RTX Pro 5000, comparé en fait, à ce qu'on avait auparavant en N-1, c'était les RTX 5000. Cette carte, en fait, elle embarque quand même 24 Go de mémoire vidéo. Donc, ce qui est pas mal pour un laptop. Hein. Auparavant, en fait, sur l'architecture précédente, on était à 16 maximum. Alors, maintenant, la question qui revient assez fréquemment, c'est pourquoi des GeForce, pourquoi des cartes Pro? Donc ça, c'est assez régulier comme requête. Et alors je sais que, pour la petite histoire, hein, j'ai bossé chez Range Computing, donc je les connais très très bien. Alors, juste pour info, voilà en fait à quoi ressemble une carte GeForce, et voilà à quoi ressemble une carte Pro. Chez Lenovo, nous on propose les deux. Hein. Donc, mais après, il faut bien avoir conscience aussi des contraintes et des avantages en fait de chacune. Moi je dirais, essentiellement, le vrai avantage de la GeForce, c'est le prix. C'est juste le prix. Les cartes Pro sont clairement beaucoup plus chères, ça il n'y a pas photo, mais elles ont aussi des raisons d'être plus chères. Donc je vous explique. Carte GeForce est essentiellement designée pour faire du gaming, ou faire du moteur temps réel, type Unreal, Unity, etc. Le GPU, donc la puce en elle-même, pas la carte, hein, la puce, est produite par NVIDIA et fournie par NVIDIA. La mémoire vidéo, elle est fournie chez un fournisseur tierce. Ça veut dire que vous pouvez acheter, par exemple, je cite un exemple, MSI, vous achetez 2 cartes, ben, les mémoires embarquées sur chacune de ces cartes ne sont pas forcément issues du même constructeur. Ça, il faut bien avoir conscience. Donc en plus, c'est de la RAM non ECC, donc il n'y a pas de correction d'erreur. Autre chose aussi, le système de refroidissement. Alors, Julien est très très bon pour trouver des pépites, mais bon, tu es un des seuls probablement en France qui est capable de le faire. Hein. Mais à la base, quand vous achetez une carte GeForce, c'est un système comme ça, donc un très gros radiateur, ce qui fait que la carte elle est énorme, et vous avez 2, 3, 4 ventilateurs en plastique. Beaucoup d'éléments conçus, ces cartes sont essentiellement conçues avec beaucoup de plastique, et surtout en termes de ce qu'on appelle nous les certifications ESV, donc ce sont les certifications éditeurs de logiciels, c'est très limité, c'est essentiellement les moteurs temps réel qui sont certifiés sur les cartes GeForce. Et vous avez aussi une grosse contrainte du fait que le radiateur soit très très gros, c'est que sur une workstation, c'est impossible de faire du multi-GeForce, à cause de l'épaisseur de la carte. Elle est trop grosse. Les cartes Pro, donc c'est pour une utilisation intensive de la carte. Ça veut dire que ce sont des cartes qui sont designées pour tourner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le GPU et la VRAM, qui est cette fois-ci ECC, donc elle a une correction d'erreur lors de l'écriture, sont 100% fournis par NVIDIA. Ces cartes sont fabriquées par NVIDIA. Donc vous savez que ici, que vous achetez sur une carte chez Asus, Gigabyte ou MSI, c'est jamais la même carte, hein, elles ne font jamais les mêmes dimensions, hein, côté GeForce. Par contre, ici, elles sont toutes identiques. Donc vous ne pouvez pas vous tromper quand vous commandez une carte Pro. Elles ont en fait un système qu'on appelle blower-cooler. Donc ici, on peut visualiser la différence qu'il y a entre un refroidissement de GeForce et un refroidissement en fait, de carte Pro. Le flux d'air en fait n'est pas le même. En fait, sur une carte GeForce, du fait qu'on ait en fait des trous sur on va dire la conception, bah, l'air chaud en fait est renvoyé en fait à l'intérieur du châssis. Ce qui fait qu'à un moment, bah, vous avez un brassage d'air chaud. Ce qui n'est pas le cas en fait sur une carte professionnelle. La carte professionnelle, l'expulsion de l'air chaud se fait par l'extérieur, sur la façade arrière de la machine. Il n'y aura jamais de brassage d'air chaud avec une carte Pro. La conception de la carte est faite totalement en métal, il n'y a pas de plastique. Elles sont faites pour pouvoir faire du multi-GPU, c'est-à-dire qu'on peut mettre, nous on a des machines qui montent jusqu'à 4 GPU, donc 4 grosses cartes. Il y a plus de mémoire aussi, parce que comme vous avez vu tout à l'heure, une RTX Pro 6000 c'est jusqu'à 96 Go, une GeForce RTX 5090 c'est 32 Go. Et forcément, vous avez plus de 800 certifications éditeurs de logiciels. Donc là, vous avez aussi bien les moteurs temps réel que les éditeurs classiques que vous connaissez tous probablement. Voilà. Donc je vais un petit peu accélérer. Ça, c'est juste un portfolio pour vous montrer en fait rapidement les gammes de produits que nous avons. Il faut juste ici visualiser que j'ai mis des icônes pour indiquer le nombre de processeurs qu'on peut mettre dedans et le nombre de cartes graphiques. Donc l'icône blanc, en fait, c'est CPU.
Et l'icône noire, en fait, c'est NVIDIA, donc ce sont les cartes NVIDIA. Donc sur ces machines-là, en fait, on met un processeur et une carte. Et à partir de ces modèles-là, donc la P5 et la P620, c'est monoprocesseur, donc Intel ou AMD, avec la possibilité de mettre 2 cartes. Alors quand je dis 2 cartes, c'est 2 cartes Pro, hein, parce que carte GeForce, du fait de l'épaisseur de la carte, on ne peut pas en mettre 2. Donc là c'est pareil en fait quand vous mettez du P7 et du P8. Donc P7 c'est du Xeon, monoprocesseur Xeon, et là c'est un monoprocesseur AMD en Threadripper Pro. Donc on peut dans ces châssis-là mettre 3 cartes. Et notre Ultra high-end qui est la P10, donc la P10, c'est un Big Xeon et on peut mettre jusqu'à 4 cartes. Et j'insiste, c'est 4 cartes Pro. Malheureusement on ne peut pas faire en fait avec des GeForce. Et on aurait bien aimé, hein, je peux vous le dire, mais là c'est les contraintes liées à la conception même de la carte. Alors, juste parce que NVIDIA, en fait, à force, ont tendance à faire des cartes qui consomment de plus en plus, et en plus de plus en plus grosses. Donc nous, il a fallu aussi qu'on réadapte aussi un peu nos châssis. Donc actuellement, en fait, on a 2 machines qui sont les P7 et P8. La P7, en fait, un monoprocesseur Xeon, et la P8, un monoprocesseur AMD en Threadripper Pro. Avec la nouvelle génération Blackwell, il a fallu qu'on réadapte, en fait, nos châssis. Donc on a redesigner l'ouverture du châssis en mettant en fait un système, enfin une grille pour permettre la ventilation. Et au-dessus aussi, donc là c'est le haut du châssis, on a aussi perforé, on va dire, le haut du châssis pour permettre en fait une ventilation supplémentaire par le haut. Donc ici, je vous montre, là c'est notre P8, donc une machine monoprocesseur Xeon avec une GeForce RTX 5090. Vous voyez la taille de la carte? Elle fait 4 slots. Pour info, en carte Pro, on en met 2 là. Hein. Donc là, vous voyez qu'une seule GeForce, on n'en met qu'une seule. Et là, il n'y a même pas la place pour mettre une deuxième. Donc là, c'est la réadaptation qu'on a faite pour pouvoir installer cette GeForce RTX 5090. Et ensuite, là, c'est une RTX Pro 6000 Blackwell. Comme vous pouvez le voir, la RTX Pro 6000 Blackwell, en fait, elle est plus fine, sauf que nous, il a fallu qu'on rajoute en fait un système de refroidissement que vous pouvez visualiser ici, du fait qu'on ait fait des perforations au-dessus, pour permettre en fait une ventilation de cette carte et la refroidir correctement. Cette carte, en fait, elle a une particularité, c'est qu'elle fait 600 watts de TDP. 600 watts, c'est énorme. Il faut savoir qu'auparavant, nos cartes, elles faisaient que 300 watts. Et c'est la première carte qu'on accueille en fait dans une workstation qui fait 600 watts. Donc imaginez 600 watts, la déperdition thermique qu'on a derrière, c'est énorme. Donc il a fallu en fait réadapter aussi le système de refroidissement pour ça. Donc cette carte-là, en fait, la RTX Pro 6000 Workstation Edition en 600 watts, on n'en met qu'une seule parce que là, il n'y aura pas la place pour le faire. Par contre, on a une version 300 watts qui s'appelle la Max-Q, la RTX Pro 6000 Max-Q, et là, on peut en mettre 3 parce qu'on n'a pas besoin de ce système de refroidissement supplémentaire. Les 300 watts ne dégagent pas suffisamment de chaleur pour nécessiter, on va dire, un système de refroidissement supplémentaire. Donc en version Max-Q, on peut en mettre 3. Voilà. Alors, j'insiste beaucoup parce que beaucoup de personnes en fait utilisent les cartes graphiques pour faire de l'IA. Et plus vous mettez de cartes graphiques, et plus ce sera rapide. Donc je vous parle maintenant d'un petit boîtier qu'on appelle la PGX. Donc je vais accélérer un petit peu, accélérer. C'est un petit boîtier. Tiens, Cho, où est-ce qu'il est, Cho ouais. En principe, dans mon sac, j'ai une PGX. Si tu peux la récupérer, n'hésite pas, merci. Donc c'est un petit boîtier qui est vraiment petit, hein, j'en ai ramené un, qui vous permet en fait de faire aussi de l'IA. Imaginons que vous êtes un développeur d'IA et que vous souhaitez en fait avoir un outil qui vous permette d'accélérer, soit d'entraîner votre modèle, ou soit en fait de générer beaucoup plus rapidement des inférences. Donc je vous montre cette PGX en fait, merci Cho. Au fait, Cho c'est mon collègue Cho Ola Davis. Donc c'est un petit boîtier comme ça. Donc alors là en l'occurrence, vous voyez en fait le DGX Sparks. C'est le modèle en fait qui avait été annoncé par NVIDIA, et ensuite NVIDIA a décidé d'arrêter la production de ce DGX Sparks. Donc on peut visualiser ici à quoi ressemble l'intérieur d'un DGX Sparks. Et tous les constructeurs informatiques maintenant font un DGX Sparks à leur sauce. Nous, chez nous, ça s'appelle une PGX, tout simplement. Ça veut dire que vous avez exactement le même contenu, mais dans un boîtier customisé Lenovo, tout simplement. Donc c'est une architecture qu'on appelle Grace Blackwell. Donc tout à l'heure, vous avez parlé de Blackwell, et là maintenant, je vous parle de Grace Blackwell parce que c'est une association entre un processeur ARM et une puce NVIDIA Blackwell, donc qu'ils appellent le GB10.
Il y a 128 Go embarqués, donc 128 Go partagés entre le processeur et le GPU. C'est un Unix qui est embarqué. On a deux versions, en fait, on a deux modèles. On a une version 1 Tera et une version 4 Tera. Il y a un Unix en fait qui est en fait un Ubuntu qui est customisé NVIDIA, qu'ils ont renommé en DGX OS. Et vous avez aussi tout l'écosystème IA d'NVIDIA qui est préinstallé dessus. Donc après, c'est vous en fonction de ce que vous avez décidé d'utiliser. Alors chez nous, en fait, vous avez en fait ce modèle-là que je vous ai montré ici. Donc c'est basé sur cette puce GB10. C'est une puissance de 1000 TOPS. Donc c'est pour cette raison que je vous ai demandé de retenir la RTX Pro 4000 qui faisait 1200 ou 1600 TOPS, je ne sais plus. Mais gros avantage en fait, c'est qu'elle embarque 128 Go. Pour faire tourner un modèle d'IA, elle peut prendre sans problème 100 Go. Sans problème. Et en plus, c'est capable de jouer, un boîtier comme ça, c'est capable de jouer un modèle d'IA de 200 milliards de paramètres. Alors, peut-être que ça ne vous parle pas, mais tout à l'heure, je vous montrerai un graphique qui vous permettra de mieux situer les capacités de cette machine par rapport au workstation. De plus, on peut coupler deux PGX avec une petite connectique propriétaire juste derrière, qu'on appelle le Connectic 7 d'NVIDIA, qui est en fait un câble en fibre optique. Et ça permet de doubler les capacités en fait, de ce boîtier. Ça veut dire qu'au lieu de 128 Go, vous aurez 256 Go pour faire tourner un modèle d'IA. Et au lieu de 200 milliards de paramètres, vous aurez un modèle d'IA de 405 milliards de paramètres. En couplant en fait les deux modèles, ça crée un cluster en quelque sorte. Et ensuite, comment on utilise ce boîtier? En fait, vous avez en fait derrière un port RJ45 de 10 gigabits en standard. Et le boîtier fait aussi hotspot Wi-Fi. Donc vous pouvez, soit depuis votre laptop, vous connecter directement sur le hotspot Wi-Fi de ce boîtier, et ça vous permet ensuite de soumettre en fait, soit des tâches d'entraînement, soit des générations d'inférences en profitant de la puissance de calcul de ce boîtier. Ou à la rigueur, s'il est branché sur votre réseau, vous avez juste à lancer un browser et taper son adresse IP, et vous accédez en fait, à tout l'écosystème en fait, préembarqué, qui est préinstallé en fait, sur ce boîtier. Donc, je vais un petit peu accélérer, partir en fait là-dessus, et vous parler un petit peu de la différence de coût aussi. Alors, c'est juste en fait parce qu'il faut avoir conscience en fait de la différence de coût. Le DGX Spark, globalement, tu me corriges une chose si je dis une bêtise. La version 1 Tera c'est 4 000 €, la version 5 Tera c'est 5 000 pour avoir une puissance de calcul de 1000 TOPS. Mais il y a quand même des limitations parce que dans le domaine de l'IA, je peux vous garantir que les prix s'envolent très rapidement. Là, ici, vous avez par exemple une puce H100 que vous avez là. Je pense que Julien ou Laurent, vous allez me confirmer, c'est 30 000 € la puce, c'est ça? Donc on n'est pas dans les mêmes niveaux de prix quand on parle de serveurs qui pour faire de l'IA. On est tout de suite en centaines de milliers d'euros. Il est clair que pour 4 000 ou 5 000 €, c'est absolument pas cher. C'est absolument pas cher. Par contre, ça a des limitations. Et c'est important d'en avoir conscience. Donc c'est pour cette raison en fait qu'il y a ici ce tableau, la notion de FP4 et de FP8. Donc la précision en fait de vos modèles en quelque sorte. Donc pour que ça puisse vous parler, j'ai juste ici un tableau. Précision. Donc vous avez ici, on va dire, une multiplication. Voilà. On va dire que vous avez besoin quand même de réfléchir un peu avant d'avoir un résultat. Parce que si vous voulez le faire de tête, ça va vous demander au moins peut-être 10 minutes, 5 minutes en fonction des capacités de calcul que vous avez, des capacités de calcul mental que vous avez. Mais ça vous demande quand même une certaine concentration. On peut sous-entendre puissance de calcul, concentration. Là, à la rigueur, c'est un petit peu plus facile. Peut-être que vous mettrez 2 minutes pour régler cette multiplication. Et là, par contre, tout le monde, en quelques secondes, même pas en une fraction de seconde, vous allez tout de suite trouver le résultat de cette valeur. Eh bien, c'est un peu la même chose quand on parle de FP16. Donc ça sous-entend en fait une certaine puissance de calcul pour exécuter ça. Là, c'est du FP8. Forcément, ça demande un peu moins de puissance de calcul. Imaginez-vous de votre côté, il a fallu combien de temps pour résoudre cette opération. Et là, par contre, c'est FP4. Donc c'est une histoire de précision et de puissance de calcul nécessaire derrière, quoi. Donc, si on essaie de visualiser, du FP4, en fait, globalement, c'est une information en fait, qui est, entre guillemets, grossière, mais qui, dans certains cas, peut être largement suffisante. FP8, forcément, on est plus précis.
FP16, on est encore plus précis, puis il y a 65 536 niveaux, on va dire, de précision. Et enfin, FP32, bah là, on n'a même pas de quoi en fait représenter, tellement il y a de traits, ce serait une barre verte de toute manière. Donc en bas, vous avez en fait globalement l'intérêt d'utiliser du FP4, du FP8 et du FP16. Et globalement, en fait, qu'est-ce que ça sous-entend? Donc le FP16 en fait est très précis. Globalement, le niveau d'erreur est pratiquement de 0. Donc là encore, dans votre domaine, est-ce que avoir un niveau d'erreur proche du 0, est-ce que c'est pertinent? C'est à vous de le décider. Par contre, FP8, on a un niveau d'erreur de 0,29%. Dans beaucoup de domaines, ça suffit largement. Si par contre vous partez en FP4, le taux d'erreur est de 2,4%. 2,3, excusez-moi. Donc, en fait, la plupart du temps, ce que je dis, moi, c'est que, par exemple, alors ce boîtier, par exemple, il est essentiellement à utiliser sur des modèles d'IA en FP4. Donc c'est pour cette raison en fait qu'il y a quand même un intérêt en fait à utiliser ça plutôt dans une approche POC. Donc si vous souhaitez, vous êtes un développeur d'IA et que vous avez besoin de vérifier si votre modèle peut tourner, mais que pour l'instant vous n'avez pas le budget, une solution comme ça peut tout à fait être pertinente parce que ça vous permet de vérifier que votre modèle fonctionne et que le taux d'erreur puisse être largement négligeable dans un contexte de POC, de Proof of Concept. Si ce POC en fait s'avère, on va dire, viable, là ensuite vous partirez en fait sur une infrastructure un peu plus conséquente qui vous permettra en fait de réduire ce taux d'erreur. Et là on basculera en fait sur des modèles plus puissants. Donc j'ai bientôt fini et ce tableau en fait va mieux vous faire comprendre en fait justement les capacités, on va dire de calcul on va dire j'essaie de trouver le mot. C'est un graphique en fait qui vous permet de comprendre comment choisir sa machine par rapport à la taille du modèle d'IA que vous souhaitez faire tourner. Donc je vous rappelle, 200B c'est 200 milliards de paramètres. 405B c'est 405 milliards. Donc globalement chez nous, une machine qui est une machine mainstream, c'est-à-dire la machine la plus vendue actuellement chez nous, qui est une P3, avec une RTX Pro 4000, qui embarque 24 Go de mémoire vidéo, elle n'est capable de faire tourner qu'un modèle de 51 milliards de paramètres. Si par contre, vous montez sur un modèle un peu plus haut avec une seule carte graphique, qui cette fois-ci sera une Pro 5000, on sera capable de faire tourner un modèle de 82 milliards de paramètres. On va avoir des problèmes de timing, il faut vraiment qu'on... Ouais, t'en fais pas, il me reste 2 slides et c'est bon. Donc ici, on peut visualiser avec une seule carte graphique en Pro 6000. Le petit boîtier, lui, est capable d'en faire tourner un modèle de 200 milliards. Si vous en mettez 400 milliards. Et si vous mettez la plus grosse de nos machines, qui est une PX, avec 4 cartes graphiques Pro 6000, on est capable de faire tourner un modèle à 600 milliards. Donc ça, c'est pour faire tourner le modèle. Mais par contre, pour exécuter, par exemple, générer des inférences le plus rapidement possible. Là, on a un autre paramètre qui est les tokens à la seconde. Donc c'est la vitesse à laquelle il exécute en fait le prompt que vous avez saisi. Là, malheureusement, en fait, la PGX est bonne dernière. Parce que les 1000 tops sont carrément en dessous en termes de performance par rapport à tout le reste. Et là, on peut visualiser en fait le positionnement en fait des machines. Et forcément, plus on met de cartes graphiques, et plus c'est capable d'exécuter ça rapidement. Donc, il faut bien distinguer en fait la notion de je souhaite faire jouer en fait un modèle d'IA avec une certaine quantité de paramètres. Mais ensuite, à quelle vitesse j'obtiens en fait la réponse. Là, forcément, vous risquez en fait d'avoir une petite mauvaise surprise. Donc, il faut bien que vous en ayez conscience de ça. Donc, forcément, le coût entraîne forcément aussi des performances supplémentaires. Donc, je vais juste un petit peu accélérer. Voilà. En principe, c'est bon. Donc, c'est juste un petit laïus en fait pour vous montrer en fait le niveau de tops. Donc, pour rappel, ici, on est à 1000 tops. Sur des machines comme celle-là, comme on peut en mettre 3 cartes graphiques, on peut monter jusqu'à 10 500 tops. Et la P10, qui est capable d'embarquer 4 cartes graphiques, on peut monter jusqu'à 14 000 tops. Donc forcément, plus les tops sont élevés, plus c'est rapide. En principe, c'est bon. Si vous souhaitez, alors j'ai juste un petit truc à vous montrer rapidement et après je vais finir. En fait, nous on utilise beaucoup ce qu'on appelle un... Attendez. Toc, toc. Voilà, c'est bon. Parfait. Je vais basculer ici. Là, en principe, c'est bon. On utilise ce qu'on appelle un configurateur de VRAM et de performance. Je pourrais vous partager le lien si vous souhaitez vous-même avoir une idée de ce qu'il vous faut
en termes de puissance de calcul. Ici, par exemple, on a les modèles d'IA qui tournent actuellement. Donc, vous avez toute une liste qui sont en fait présents ici, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez en fait définir ici la précision de votre modèle. Donc, soit c'est du FP16, soit c'est du FP. Alors, ils disent NV, c'est pour NVIDIA. Hein. NV FP6 ou FP4. Et ensuite, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ici, vous pouvez choisir la carte graphique que vous souhaitez utiliser à ce moment-là. Donc là, vous voyez, on a aussi les GeForce, mais on a aussi les cartes professionnelles, etc. Et si par exemple, je prends ici une A6000 et que je prends en fait ce modèle-là, le 14B sous-entend 14 milliards de paramètres. Et là, ici, on peut voir en fait que cette carte suffira en fait à faire tourner le modèle grâce à l'information que vous voyez à droite. Vous avez en fait ici aussi une information qui est intéressante, c'est la vitesse en fait d'exécution en token à la seconde. Et ça c'est hyper important, plus cette valeur est haute et plus c'est performant. Ça sous-entend en fait beaucoup des performances tops en fait qui sont à la hauteur. Mais il faudra bien faire attention en fait que pour on pourrait dire dimensionner votre infrastructure pour faire tourner vos modèles d'IA, il faut avoir conscience en fait de la taille de vos modèles pour la machine qui souhaite l'accueillir. Donc ici, on peut aussi augmenter le nombre de GPU, de cartes graphiques, pour augmenter en fait la taille de la RAM. Voilà. Donc ce que je vais faire ici, je vous laisse ici les QR codes de Cho et de moi. Si vous souhaitez en fait que je vous envoie le lien du configurateur pour que vous puissiez vous-même voir de ce dont vous avez besoin, ou à la rigueur que je vous partage aussi les tableaux NVIDIA, bah, vous pouvez scanner en fait ces QR codes et je vous enverrai en fait, vous m'envoyez ensuite un email et je vous enverrai en fait les liens. Merci en tout cas. Super, merci beaucoup.